Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce jeudi 30 octobre. Voici les grands titres de ce journal. La remise de prix annuelle de la Fondation Princesse Grace aux États-Unis. Nous étions hier soir à la cérémonie qui s'est déroulée à New York en présence du prince Albert II. Valentin Vachereau poursuit sur sa lancée victorieuse au tournoi de tennis de Paris-Bercy. Il a remporté aujourd'hui son 8e de finale face au Britannique Cameron Norrie. En revanche, Hugo Nys et Édouard Roger-Vasselin se sont inclinés en double. La belle santé du sport monégasque avec le coup de maître de la Roca Team qui s'est imposé hier soir face à l'Olympiakos en Euroleague. Et la belle victoire de la SMFC face à Nantes, 5-3. Après 40 jours d'expédition, les explorations de Monaco ont achevé leur mission en Grèce. Le directeur Xavier Prache reviendra sur les premiers enseignements que l'on peut tirer des observations et opérations menées pendant un peu plus d'un mois. Et puis nous suivrons en immersion un exercice grandeur nature des sapeurs-pompiers de Monaco dans les ateliers de la direction de l'aménagement urbain. C'est à New York que nous emmène le premier reportage de ce journal. Hier soir avait lieu la traditionnelle cérémonie annuelle de remise des prix de la Fondation Princesse Grace aux États-Unis, en présence du prince Albert II. Un beau coup de pouce pour de jeunes artistes, mais pas seulement, puisque des artistes confirmés sont également récompensés. Nous rejoignons à New York notre correspondante Alexandra Pani. Bonsoir à vous. Oui, je me trouve au prestigieux Plaza Hotel. C'est ici que se déroule l'édition 2025 du gala de la Princess Grace Foundation. Cette année, une trentaine de lauréats est mise à l'honneur dans les domaines du théâtre, de la danse et du cinéma. Je vous propose de revenir en images sur cette cérémonie présidée par le prince Albert II. Il y a 70 ans, Grace Kelly, alors jeune talent montant d'Hollywood, recevait un Oscar pour le film Country Girl. Depuis, la princesse Grace a inspiré plusieurs générations d'actrices et acteurs de talent. En 40 ans d'existence, la fondation qui porte son nom, créée en 1982 par le prince Régnier III, perpétue son héritage artistique. C'est vraiment extraordinaire de voir que c'était vraiment la vision de ma mère qui n'avait pas pu établir une fondation, qui aidait déjà individuellement quelques artistes il y a plus de 40 ans, comme ça en privé, parce qu'elle savait à quel point les jeunes artistes avaient des difficultés pour percer. Si vous voyez les noms de quelques anciens lauréats, eh bien, il y a des prix Pulitzer, il y a des prix de théâtre, il y a des Grammy Awards, il y a des Emmy, il y a même des Oscars, comme John Chu et comme Paul Tazewell. Voilà, il y a des performances tout à fait remarquables. Et on arrive aussi à garder contact avec tous les anciens récipiendaires pour créer vraiment une communauté autour de la Fondation Princesse Grace. Et vraiment, je suis extrêmement heureux de voir à quel point la Fondation s'est développée, a su créer cette communauté justement et a su venir en aide à des talents prometteurs. La pluralité des arts est mise à l'honneur lors de cette cérémonie de gala. Ces bourses sont de véritables tremplins en début de carrière. Il y a 20 ans était créé le Prince Régnier III Awards. Il s'agit de la plus haute distinction remise par la Fondation. Elle est attribuée à une personnalité pour sa carrière et son implication philanthropique. Michael Douglas en était le récipiendaire en 2024. Pour cette année, il s'agit du réalisateur de Wicked, John Chu, lauréat d'un award de la Princess Grace Foundation en 2001. Il était alors étudiant dans la prestigieuse université de USC. Yeah, it's really great to be back here. What an honor. The Princess Grace Foundation has been such a big part of my life since I was a student at USC. I got the award 20 plus years ago, maybe 25 years ago. So it's crazy to be back and to get this honor. You know, without the Princess Grace Foundation, I wouldn't have been able to make my student short, which wouldn't have been able to get into the business of movie making, and I definitely wouldn't be able to work on Wicked. So it means a lot to come back and celebrate with this family of mine, the foundation. Now I'm on the board, so I know how hard it is to put together a gathering like this, but to support the arts is something that Princess Grace always wanted, and so I feel very honored to even be along those lines and to spread that generosity that she so gave to us.
Le réalisateur a reçu la statuette des mains du prince souverain. Une subvention de 25 000 $ est également attribuée à une association choisie par le récipiendaire. John Chu a sélectionné la Princess Grace Foundation pour perpétuer son héritage auprès des jeunes générations d'artistes. À New York, où ce jeudi matin, le producteur de télévision américain Gary Pudney s'est vu remettre par le prince Albert II la distinction de chevalier de l'ordre de Grimaldi. Plus rien n'arrête Valentin Vachereau. Le tennisman monégasque poursuit son beau parcours au Masters de Paris-Bercy. Il a remporté aujourd'hui son 8e de finale face au Britannique Cameron Norrie en 2-7. Alors qu'en double, Hugo Nys, malheureusement associé à Édouard Roger Vasselin, s'est incliné face à la paire Eliovara-Paten. Nous retrouvons à Paris nos envoyés spéciaux Jérémy Henry et Christophe Paco. Et Valentin Vachereau a fait chavirer de bonheur la défense Arena sur ce central qui lui appartient maintenant. Une place en quart de finale après un match parfaitement maîtrisé face à Cameron Norrie le gaucher. 7-6 et derrière 6-4. Valentin continue sa belle aventure depuis Shanghai. Valentin engagé en quart de finale. Ses réactions sans plus tarder ici au retour à l'hôtel. Encore un quart de finale, le deuxième d'affilée en Masters 1000. On va essayer de continuer ça, faire une deuxième demi-finale de suite. Il y a eu un gros match aujourd'hui, c'était pas facile contre le gaucher, ce tie-break encore une fois. Ouais, non, un gros match aujourd'hui, vraiment gros match du début à la fin. Cameron, je trouve qu'il a très bien joué, c'est pour ça que je suis d'autant plus content de mon match. Tout le premier set, on a gardé nos services, lui servait très bien, moi aussi, ça a été chaud sur certains de mes jeux de service, mais j'ai trouvé mon meilleur niveau au tie-break en m'appuyant sur le public, donc j'ai tourné ça au meilleur des moments. Plus vous jouez contre des gros, et mieux ça vous va. À vrai dire, plus on joue contre les meilleurs joueurs, plus on progresse. Donc ce qui est bien, c'est que je progresse vite, j'apprends vite, j'apprends de jouer tous ces joueurs et j'essaye de me mettre à leur niveau et même au-dessus, de match en match, essayer de faire de mieux en mieux, donc c'est cool. Et on va essayer de continuer à faire ça pareil demain. On parle beaucoup d'un top 10 pour vous, là vous allez jouer un 10 justement, le numéro 10 actuel. Oui, donc Félix Auger-Aliassime demain. Qui se bat, qui est en course pour aller au Masters à Turin dans quelques semaines. Donc encore un gros match, de toute façon que des gros matchs, ça c'est sûr. Mais non, très impatient, ouais. Quel regard de vos adversaires dans le vestiaire? Parce que vous les connaissiez pas tous peut-être avant si? Moi aussi, en les regardant beaucoup à la télé et surtout en croisant beaucoup ceux qui habitent à Monaco et qui s'entraînent à Monaco. Mais donc j'en connaissais déjà quelques-uns. Maintenant, je pense que c'est sûr qu'il y en a d'autres qui commencent à me connaître. Et non, des très bons mots même des meilleurs joueurs, Alcaraz, Sinner. C'est là où c'est très sympa, c'est quand ils viennent te voir et pour te féliciter de tout ce que tu fais, c'est là que commence un petit peu à s'en rendre compte. Et comme tous les soirs sur Monaco Info, je vous dis à demain. À demain, avec grand plaisir. Allez. La belle histoire de Valentin Vachereau continue après son Master de Shanghai, après un tour formidable contre Taylor Fritz en 3-7, une défaite face au grand américain. Il est là, il inspire beaucoup de confiance au staff monégasque, notamment à son entraîneur, son frère Benjamin Balleret, qui lui aussi a été happé par la presse après le nouveau succès de Valentin Vachereau. Oui, il y a évidemment la confiance, il surfe là-dessus, il est dans sa bulle, et voilà, il met les œillères, il y va, il joue match après match. On essaie de lui répéter ça, demain ça va être pareil, il va aller faire sa récup comme tous les jours. Enfin voilà, il y a vraiment une routine qui se met en place. Il y a aussi une notion de dire profite du moment, t'as rien à perdre à chaque match. Voilà, quand tu perdras, tu seras en vacances ou on discutera pour la suite, mais en tout cas, voilà, pour l'instant c'est comme ça qu'on gère le tournoi et les matchs après match. Et petit bémol aujourd'hui dans cette journée magnifique pour Valentin Vachereau et son staff et la Fédération monégasque de tennis, la défaite en double, en 2-7 d'Hugo Nys avec son coéquipier Édouard Roger Vasselin. Mais Hugo Nys espère encore, pourquoi pas disputer, on ne sait jamais, le Masters de Turin très prochainement. Oui, on a un peu raté le coche aujourd'hui, on est 200 points derrière les derniers qualifiés au Masters. Donc on n'a plus trop notre destin entre les mains, mais on va aller à Metz la semaine prochaine, on ne sait jamais. Valentin nous donne beaucoup de bonheur, de motivation. Cette fin de saison qui n'est pas toujours facile physiquement, on peut pêcher un peu. Après, quand on voit Valentin dans la forme qu'il est, on se dit que tout est possible et il nous apporte beaucoup de fierté en tout cas. Il vous surprend ? Oui, il continue de me surprendre. De toute façon, voilà, jusqu'à ce qu'il soit top 5, top 3 mondial, il me surprendra. Il joue à un niveau exceptionnel. Maintenant, il m'épate aussi par sa capacité à gérer ses moments importants à chaque fois. Il les bat un par un, comme si c'était normal. Et ça, c'est épatant.
La suite pour Monaco, c'est bien sûr Valentin Vachereau. Et demain, ce sera son quart de finale face à une vieille connaissance, Félix Auger-Aliassime. Ce sera bien sûr sur le court central ici à Paris. Et après la victoire de Valentin Vachereau, le sport monégasque se porte décidément bien. Hier soir, la Roca Team a réalisé une très belle performance en allant s'imposer face à l'Olympiakos au Pirée. Les basketteurs monégasques l'ont emporté 92-87 grâce notamment à un très bon match de Mike James et Alpha Diallo, auteurs respectivement de 23 et 27 points. En football, la SMFC a passé aussi une très belle soirée à Nantes. Les Monégasques ont battu les Canaries nantais 5-3 et s'emparent par la même occasion de la deuxième place du classement de Ligue 1 à un petit point seulement du PSG. Après plusieurs semaines en mer et des escales stratégiques en Grèce, les explorations de Monaco viennent d'achever leur mission 2025. Elle les a conduits à Athènes, puis sur plusieurs îles pour mener des initiatives destinées à renforcer notamment les liens entre sciences, diplomatie environnementale et sensibilisation du public. Nous sommes ce soir avec le directeur des explorations de Monaco. Bonsoir Xavier Prache. Bonsoir Patricia. Nous étions fin septembre au port de Fontvieille pour le départ de cette expédition scientifique. 40 jours plus tard, pas de mauvaise surprise météorologique ou de problèmes techniques lors de cette mission. Elle s'est déroulée sans accroc. Alors vous savez Patricia, quand on a pareil pour une mission de 40 jours, on ne sait jamais ce qu'il va y avoir, ce que l'on va rencontrer comme conditions météo. Et donc on s'est adapté, on a composé avec la mer et les conditions météo. Au bilan, on a quand même fait tout ce que l'on voulait faire pendant ces 40 jours, à la fois d'un point de vue diplomatique, médiation et scientifique. Donc la navigation n'a pas été de tout repos, mais en tout cas, on a réussi à réaliser l'ensemble du programme. On le rappelle, il y avait plusieurs sites d'escale, Athènes, Alonissos, où le prince Albert II vous a rejoint, puis Volos, Syros, où vous avez pu mener plusieurs programmes scientifiques, hein, c'est cela ? C'est ça, on avait 7 projets scientifiques à bord, certains pouvant se dérouler pendant les transits en mer, et puis d'autres projets scientifiques qui étaient prévus de se dérouler à chacune de nos escales. Et sur l'ensemble de ces projets, malgré encore une fois les conditions climatiques parfois un peu difficiles, on a pu vraiment les mener à terme, à la fois à base de plongée sous-marine et également à la base de prélèvements, d'observations. Et dans l'ensemble, tout s'est vraiment très bien passé avec des premiers constats qu'on sera amené à consolider dans les prochains mois, puisqu'on fera un rapport intermédiaire d'ici 3 mois avec nos scientifiques. Mais en tout cas, les premiers constats montrent, comme on l'imaginait, toute l'importance que peuvent avoir les aires marines protégées sur la protection de la Méditerranée et de la biodiversité. Alors, je crois notamment que vous avez pu identifier des espèces dites exotiques, hein. En effet, le projet ExoFishMed qui était mené par l'Université Nice-Côte d'Azur avait pour objectif de recenser ces espèces exotiques. Et on a pu constater que ces espèces exotiques dans le nord de la Grèce, donc à Alonissos et à Volos, dans le nord du golfe Pagazétique, ces espèces étaient relativement concentrées, rares. On en a eu 2 à Alonissos, une à Volos. En revanche, dès qu'on s'est rapproché du sud, donc de cette porte d'entrée que constitue le canal de Suez, eh bien, le nombre d'espèces exotiques a forcément augmenté. On a recensé 6 espèces exotiques potentiellement invasives. Et donc on voit bien que petit à petit, du sud vers le nord, ces espèces exotiques ont tendance à prendre leur quartier, on va dire, dans la Méditerranée. Et qu'en est-il de l'emblématique phoque moine dont l'espèce est menacée? Vous avez pu en voir? Le phoque moine était au rendez-vous de nos différentes navigations. Dans un premier temps, à Alonissos, vous le savez, le prince souverain est venu rejoindre la mission. Et durant le transit en mer, au large des côtes d'Alonissos, il a pu aller nager avec un représentant du centre responsable de la gestion et de la préservation du phoque moine. Et de loin, on peut observer une jeune maman, enfin plutôt une maman phoque moine avec son jeune petit. Et ça a été une rencontre assez exceptionnelle dans ces endroits très préservés qui sont contrôlés par des caméras pièges. Le souverain a vraiment pu se rendre compte que dans ces espaces protégés, cette espèce pouvait
vivre, donner la vie également et ainsi assurer sa survie dans ces espèces protégées. Xavier Prache, la présence du prince Albert II y a contribué, mais on sait que l'une des ambitions, des missions de Monaco, c'est de contribuer aussi à une forme de diplomatie environnementale. Là aussi, l'objectif a été atteint. Alors, le prince souverain nous a fait l'honneur de venir nous rejoindre à Alonissos et à cette occasion, il a pu à la fois s'entretenir avec des autorités de haut niveau, le représentant du gouvernement hellénique était présent avec le ministère du Tourisme et le ministère de l'Environnement. Et puis le lendemain, à Alonissos, sur le terrain, le prince souverain a pu s'entretenir de manière très franche, très directe avec les parties prenantes du parc marin des Sporades du Nord, donc autour d'Alonissos. Et donc il a pu rencontrer à la fois des représentants des pêcheurs, les représentants des clubs de plongée, tous les parties prenantes de ce parc marin qui interviennent au quotidien. Oui, et vous avez touché une population extrêmement large, hein, puisqu'il y a eu aussi au gré des escales des enfants, des étudiants. À Athènes, on avait déjà posé l'exposition sur les aires marines protégées de Méditerranée dans une fondation, la fondation Evgenides, où un programme d'accompagnement pédagogique avait été organisé. Donc durant tout le mois d'octobre, des élèves des écoles sont venus visiter cette exposition. Et puis à chacune de nos escales, à Alonissos, Volos et Syros, on a accueilli les enfants des écoles. Au total, à peu près 400 à 500 élèves ont pu embarquer à bord du bateau. Et sur ce bateau, on y a développé des activités de médiation, à la fois des activités sur le plancton et puis une activité qu'on a appelé l'atelier Méditerranée, qui était un atelier créé par l'Institut océanographique et qui permet d'échanger sur les enjeux, sur les menaces, sur les engagements à prendre sur la Méditerranée. Et à chaque fois, je peux vous dire que le sourire des enfants était radieux et montrait bien que les messages passaient et qu'ils ressortaient de ces différents ateliers beaucoup plus riches qu'ils ne l'étaient en arrivant. Merci Xavier Prache d'avoir été notre invité alors que la mission Grèce 2025 des explorations de Monaco s'est achevée après 40 jours d'expédition. Merci Patricia. Au moins une fois par semaine, les sapeurs-pompiers de Monaco sollicitent des départements de l'administration ou des entreprises privées de la principauté pour réaliser des exercices grandeur nature. L'objectif étant de se former à toutes les situations et aussi, parfois, vous allez le voir, aux imprévus du terrain. Hier après-midi, ils intervenaient dans les ateliers de la direction de l'aménagement urbain. Reportage en immersion, signé Théo Schumer et Alexandra Paolini. Il y a deux personnes qui manquent à l'appel. Pour eux, c'est un exercice rituel, il n'y a que le lieu qui change. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers de Monaco ont rendez-vous à l'atelier mécanique de la direction de l'aménagement urbain pour ce qu'on appelle dans le jargon la préparation opérationnelle et l'avancement des personnels. Autrement dit, les sapeurs-pompiers en formation passent à la pratique pour s'entraîner à prendre leurs fonctions ou à monter en grade au sein des différents services du corps. On a beaucoup de partenaires en principauté de manière à pouvoir réaliser des manœuvres un petit peu partout et surtout des manœuvres diversifiées. Là aujourd'hui on a un feu de garage, ce matin on était dans un immeuble de grande hauteur, tout à l'heure nous étions dans un tunnel et le but c'est d'amener un maximum d'expérience à l'ensemble des stagiaires afin qu'ils soient le mieux armés possible dans leurs futures fonctions. Il y a un feu d'un véhicule à l'intérieur du garage. Pour réaliser cet exercice, c'est tout un scénario qui est mis en place. Aujourd'hui, on simule un feu de garage avec 2 blessés à secourir. Pour ce faire, des outils pédagogiques sont mis à disposition, notamment un générateur de fumée artificielle et un petit gyrophare pour être au plus près de la réalité. Après l'installation, l'exercice peut commencer. Une fois que l'alarme est déclenchée, parce qu'on a des détections au sein de ces bâtiments, le personnel de l'ADO appelle directement la caserne. On joue aussi cette phase d'appel. Ça permet aussi au personnel de l'ADO de tester leurs procédures en interne. Et une fois qu'on arrive, il y a cette prise de contact entre les sapeurs-pompiers et les personnels de l'ADO, de façon à pouvoir échanger, voir les différentes problématiques et permettre aux sapeurs-pompiers de s'engager le plus rapidement, le mieux possible, tout en prenant en compte les différentes victimes. Et lorsqu'il s'agit d'un exercice, rien de mieux que les imprévus. Cette fois, l'extracteur d'air du garage ne fonctionne pas. Impossible de désenfumer l'espace. Un autre problème qu'ont dû gérer les sapeurs-pompiers et de vraies leçons à tirer, même pour les agents qui travaillent dans cet atelier. C'est juste un plomb qui a sauté. On l'avait laissé en automatique, il y a eu un dysfonctionnement et en marche forcée, ça marche. Mais ça met justement en évidence certaines petites problématiques. Que vous avez réussi à gérer finalement?
Exactement, on a réussi à se dépatouiller. Ici, la simulation aura duré un peu plus de 30 minutes. Au total, 50 exercices comme celui-ci sont organisés chaque année par les sapeurs-pompiers de Monaco sur l'ensemble du territoire. L'intitulé est ambitieux, mais que cache-t-il vraiment? Ce matin a été officiellement lancé le Code éthique du respect 360, destiné à promouvoir le dialogue entre la sagesse ancestrale et la science contemporaine et qui se veut être un outil pédagogique. Les explications de Frédéric Elion sur des images de Camille Caloni. Le respect à 360 degrés, c'est reconstruire le lien entre soi-même, les autres et la Terre. Ce jeudi matin, l'hôtel Méridien Beach Plaza accueillait le sommet de la sagesse ancestrale. L'occasion de présenter le code éthique du respect 360 degrés, un protocole universel coécrit avec 7 gardiens de sagesse venus des 4 coins du monde. L'idée, c'est en fait prendre la voix des peuples autochtones aux 4 coins du monde, de faire une unification et de créer ensemble un protocole, un code éthique de respect et concentrer toute cette sagesse ancestrale des peuples originaires ici à Monaco. Aujourd'hui, on va ouvrir le premier code, le code sacré, le tout premier. Et en fait, l'idée, c'est de créer une collaboration avec les gouvernements, avec les universités. On l'aura ici présent l'université de Cambridge et nous sommes en train de travailler avec des collègues pour créer le premier centre de changement systémique et l'université de la Forêt. Ce code éthique relie la sagesse ancestrale des peuples gardiens, les avancées de la recherche contemporaine et l'engagement pour la guérison du vivant, une transformation intérieure et collective. Aquí estoy muy contento para cumplir una misión sagrada revelada por los espíritus de mi hermana Nahua Sia. Ella recibió la gran revelación de los 7 códigos de respeto al pie de un árbol sagrado del Samauma. Y hemos venido en colectivo a traer esa medicina. Muy simple, el amor. Ce sommet de la sagesse ancestrale a été organisé grâce au soutien du Conseil national de Monaco. L'implication du Conseil national était assez naturelle parce que bon, j'ai eu par hasard un peu la chance de connaître Isabella et de pouvoir la rencontrer. Elle a pu m'expliquer un petit peu sa vie déjà, qui est extraordinaire, et tous les projets qu'elle a, qui sont magnifiques. Elle nous a déjà conviés à voir un film, ce qui avait été très intéressant et était naturel puisque ça part de Monaco et que Monaco est toujours très impliqué dans la coopération avec plein de pays étrangers, que le Conseil national la soutienne dans ces œuvres-là. Ce sommet s'est terminé par une session de questions-réponses avec un seul but, réconcilier l'humanité avec la Terre. C'est une nouvelle adresse qui fait déjà parler d'elle. Chez Teva est un restaurant chaleureux où le goût du vrai s'invite dans chaque assiette. Un chef passionné et un restaurateur corse ont décidé d'unir leur savoir-faire pour offrir une cuisine authentique. Vanessa Dessy et Alexandra Paolini sont allées la découvrir pour vous. L'aventure chez Teva naît d'une rencontre depuis les bancs d'école entre un chef passionné et un restaurateur corse unis par la même quête d'authenticité. Ensemble, ils créent un lieu à leur image, vrai, chaleureux, sans artifice. Leur parcours nourrissent une cuisine inspirée, héritée d'une grand-mère curieuse des saveurs. Chez Teva, chaque plat prolonge cette histoire de transmission et de passion. On a voulu faire un lieu cosy, familial, comme à la maison. C'est pour ça qu'on a donné ce nom au restaurant, donc pour inviter les gens à venir comme s'ils venaient à la maison, comme s'ils venaient chez moi. Et donc on a voulu une cuisine qui est tout aussi chaleureuse, donc autour de produits de saison, cuisine du marché. On n'a pas de carte fixe, on travaille les produits au fil des saisons et au fil de ce qu'on reçoit des fournisseurs. On prend des classiques qu'on essaie de twister, de revisiter. Mais corse, oui, puisque la charcuterie de ma famille me tient à cœur et la bière également de Corse. Inspirée par leurs racines méditerranéennes, la cuisine de chez Teva célèbre la simplicité et le goût du vrai. Des plats faits maison élaborés avec des produits frais et des producteurs de confiance. Une cuisine française vivante, généreuse, où chaque assiette traduit l'amour du partage. En venant à Monaco, Teva m'a donné comme mission de faire que des plats traditionnels, on va dire parisiens. Donc en ce moment, on est sur la soupe à l'oignon, le gratiné à l'oignon.
Et après, on a plein d'autres choses comme le tartare de bœuf. Mais vu qu'on est des jeunes cuisiniers, un jeune patron, on essaie un peu de remixer, toujours retwister avec des petits trucs qui viennent d'ici et là, des épices autour du monde, des herbes, un petit peu de kick avec des citrons noirs d'Iran, enfin plein de choses. Chez Teva se transforme aussi en lieu festif. Le restaurant accueillera prochainement des soirées DJ, mêlant ambiance conviviale et gastronomie. L'Espace 22 accueille une nouvelle exposition, celle de la pilote et artiste Isabelle Lindberg. Hier, elle a présenté une vingtaine de ses photographies dans lesquelles son message est de sublimer mutuellement les femmes et la nature. Le récit de Théo Schumer sur les images de Lionel Bernardi. Isabelle Lindberg est une artiste qui lie la femme à son environnement. Mais loin du cliché du mannequin au style urbain et branché, Isabelle choisit de se rendre dans des contrées reculées, de photographier des femmes locales et sans budget. Elle ne va pas prendre la top modèle et la faire venir en jet privé depuis Los Angeles ou New York. Son focus, c'est vraiment de travailler avec les femmes locales et comme je disais, elle les met dans des situations extrêmes, c'est-à-dire soit au Pérou, par exemple, à la montagne, c'est une hauteur de 5000 mètres, donc il fait très, très froid et côté oxygène, c'est pas si facile que ça. En Islande, par exemple, c'était aussi des conditions extrêmes, très très froid, moins 4 degrés. Et quand vous voyez les expositions, les œuvres, c'est des jeunes femmes qui portent juste une voile autour d'elles, parce que c'est un des symboles d'Isabelle avec lequel elle travaille. Isabelle Lindberg est la petite-fille de l'aviateur Charles Lindbergh, le premier à avoir relié New York à Paris sans escale en 1927, et c'est incontestablement cet esprit d'aventure et de découverte qu'elle a gardé de lui. À l'Espace 22, ces 2 séries de photographies s'intitulent « Entre les royaumes » et « L'esprit du vent ». Tout le message est dans leur nom. Le message, c'est d'abord déjà, chaque femme est vraiment très belle comme elle est, mais chaque femme, même si elle est modèle, elle a aussi des petits défauts, comme nous toutes. Ou tous, je dirais, les hommes aussi, hein. Personne n'est parfait. Et en même temps aussi de se retrouver dans la nature, de se focuser, de se concentrer sur les racines d'où on vient et de se réunifier avec la nature. Les œuvres d'Isabelle Lindberg sont à découvrir du 28 octobre au 9 novembre entre 11h et 19h à l'Espace 22. Ce journal touche à sa fin. Notez ce lancement d'une nouvelle pièce de 2 € sur la thématique du Marquisat des Beaux. Elle fait partie d'une collection de 2 monnaies commémoratives de 2 €, illustrant les principaux sites historiques Grimaldi de Monaco, à l'occasion du 10e anniversaire de ce réseau de promotion patrimoniale et touristique. Les 2 pièces frappées cette année correspondent aux titres portés depuis leur naissance par le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, respectivement Marquis des Beaux et Comtesse de Carladès. La mise en vente du Marquisat des Beaux se fera le 4 novembre via le site internet du musée des timbres et des monnaies. Nous nous quittons avec les photos de fin d'édition prises ce matin par Stéphane Dana lors du lancement du Code éthique du respect 360. Dans un instant, les prévisions météo. Demain à 19h, c'est Sarah Inkari que vous retrouverez pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, une petite accalmie demain, pas de pluie au programme, mais le ciel restera bien chargé en nuages tout au long de la journée. Côté température, pas de grands changements non plus, elles resteront comprises entre 15 et 19 degrés. Et n'oublions pas de souhaiter une bonne fête au Quentin. Entre 2 bonbons, difficile d'y échapper, le 31 octobre, c'est bien sûr la fête que tous les petits et même souvent les grands attendent, Halloween. Très belle soirée à vous sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.